Aujourd'hui, on va faire une analyse macroéconomique pour voir si on est dans un cas de figure un peu particulier. La macroéconomie permet de savoir si on va plutôt être à contre-courant ou avoir le vent dans le dos, et de maîtriser cet environnement permet de voir, d'alléger ses positions ou au contraire d'être plus agressif si on est dans un marché favorable. Bref, tout ça, ça permet de savoir comment se comporter globalement et de pouvoir manager son portefeuille en fonction de la situation économique. Bref, un petit tour d'horizon histoire de voir dans quoi on nage et juste pour essayer de voir les grands mouvements qui sont en train de se passer. Ça peut toujours être bon, même si on fait du stock picking, c'est toujours bon de savoir si on est à contre-courant ou si, au contraire, on a le vent dans le dos. Donc ici, on a l'indice des prix à la consommation, ce qui équivaut globalement à l'inflation. Et on voit ici qu'on est retourné aux alentours des 3,7 en septembre. Donc ce qui est pas mal, on voit bien qu'on est en grosse baisse depuis l'année dernière où on était à 9%. Alors attention, 9% est passé à 3%, ça ne veut pas dire que les prix descendent, ça veut dire que les prix montent moins vite. Quand vous êtes une année à 100, mettons un prix de référence, un panier de course à 100, et que vous montez de 9%, vous êtes à 109. Si le mois d'après ou l'année d'après, vous êtes à 8,5, vous êtes à 8,5 sur les 109. Donc, je vais arrondir à 10 juste pour le calcul simple, mais 109 plus 10,9, donc presque 11. Donc, vous arrivez à 120. Attention, c'est pas 8,5, du coup on descend de 9,1 à 8,5, c'est on prend encore une inflation et on prend encore quelque chose. Donc là aujourd'hui on est bien redescendu à 3 et on remonte à 3,7. Ça pourrait être une inflation de second tour parce que maintenant que les matières premières ont toutes monté pendant un moment, forcément ça a fait peur à tout le monde, tous les prix sont montés d'un coup parce que les sociétés ont augmenté immédiatement leurs prix pour éviter d'avoir très mal, puisque forcément quand vous êtes ne serait-ce qu'un vendeur de téléphone, mettons Apple, quand on voit que le prix des matières premières monte, on va dire le prix de l'aluminium, le prix du verre, peu importe, et que du coup notre iPhone est essentiellement composé de ces composants-là, et bien forcément avant de se retrouver à payer la tonne beaucoup plus cher et de ne pas rentrer dans ses marges, on augmente le prix du produit fini en avance pour justement que quand on va se taper de plein fouet l'achat des matières premières, on aura déjà épongé un peu, on aura déjà mis. Sauf que du coup, après, même si l'inflation continue de baisser, nous, d'ailleurs, on ne peut pas monter nos prix de nos iPhones à vitam aeternam. Le consommateur, au bout d'un moment, il ne peut plus. Il achètera peut-être moins souvent. Du coup, ça ne sert à rien d'augmenter les marges si c'est derrière pour vendre moins. Et donc, les prix continuent de... Alors, les prix descendent un petit peu puisque les matières premières, du coup, se sont un peu calmées. Mais on pourrait repartir vers une inflation grandissante de second tour puisque si derrière, vous avez le pétrole qui continue d'augmenter, le pétrole, par exemple, il se répercute dans tout. C'est dans le prix de l'énergie, dans le prix de vos salades que vous allez chercher dans votre centre commercial, tout simplement parce que il faut bien faire remplir le réservoir des fourgons qui transportent les salades jusqu'à chez vous. Donc la salade elle-même prend aussi une inflation de second tour. Donc on a eu une grosse inflation au début qui est en train de se calmer, mais qui grandit toujours, c'est toujours une accélération des prix, et on pourrait aller vers une inflation de second tour, tout simplement parce que les prix du pétrole ne redescendent pas, voire même ils augmentent. On a maintenant l'indice des prix à la production qui est pas trop mal, qui repart encore un petit peu à la hausse. Donc on a du 0,7, ce qui n'est pas forcément non plus une bonne nouvelle, mais si c'est une fois, c'est pas grave. Si on revient à quelque chose d'à peu près standard, ça sera vraiment pas trop inquiétant, mais pour l'instant, on n'est pas sur la bonne pente. On va maintenant voir le taux de chômage aux États-Unis, tout simplement parce que le taux de chômage, souvent, quand on a une inflation et qu'on arrive du coup dans une récession, souvent le taux de chômage est un bon indicateur. Alors, il est souvent tard, puisque la variable d'ajustement, c'est toujours le dernier, le salarié, tout simplement parce que quand l'entreprise ne peut plus, elle diminue les coûts, elle essaye de faire des économies de son côté, donc elle achète moins, elle anticipe moins, elle rapatrie ses contrats ou elle met fin à des contrats avec d'autres prestations, et en dernier lieu, elle licencie, et quand on a du licenciement en masse, c'est souvent que c'est le début de la fin. Alors, on voit qu'on a eu, du coup, depuis des années, ça descend vraiment beaucoup, mais on a un petit regain ici, alors c'est pas grand chose, si je mets sur 2 ans, on n'arrive plus trop à descendre et voire même peut-être éventuellement on repart. Attention à voir si c'est avec la saisonnalité. Il faudrait comparer avec les différents mois de septembre des années précédentes. Mais globalement, on est sur quelque chose de stable. On n'arrive plus trop à descendre. On arrive à un palier. Ici, on voit le cours du Brent sur une quinzaine d'années et on voit bien qu'on a eu une remontée et
on était redescendu, et que finalement depuis 2-3 mois, on arrive sur une légère remontée, et ça pourrait être le second tour, et c'est vraiment pas quelque chose de bon, puisqu'on voit bien qu'on a buté ici sur un support aux alentours des 72, 71, et que depuis juin, on continue de remonter. Alors vous avez différents pays qui ont décidé de encore réduire la production justement pour garder le prix du pétrole, du baril de pétrole haut. Alors ce qui est très bien pour eux parce qu'ils vont pouvoir eux faire d'énormes bénéfices. Ce qui a le problème, c'est que ça contraint derrière les pays de l'Occident et les États-Unis qui ont d'ailleurs vidé leurs réserves stratégiques, la moitié de leurs réserves stratégiques, ils vont devoir les remplir à un moment donné. Surtout que les élections vont pas tarder à arriver. On a encore un peu de temps, mais quand même, ça serait une bonne chose pour faire une bonne se faire bien voir pour le peuple américain. Et en Occident, de la même manière, si le prix du baril augmente, c'est le prix de l'énergie, et forcément, si tout coûte plus cher, si le fourneau pour faire des voitures, enfin pour faire du métal qui va ensuite être destiné à l'industrie, et notamment les voitures, est plus cher et coûte plus cher, forcément, derrière c'est compliqué. Si toutes les énergies, donc gaz, pétrole, etc., se mettent à grimper, c'est forcément derrière de la marge qui diminue, c'est de la capacité de se chauffer, de faire fondre du métal, bref, c'est toutes ces capacités-là qui se trouvent enrayées. Si on fait maintenant un tour du côté des taux d'intérêt donc de la Fed, alors pourquoi la Fed? Parce que tout simplement c'est les taux d'intérêt qui drivent un peu le monde. On arrive ici, on voit bien sur octobre 2023, on a quelque chose comme 5,50. Donc 5,50 en fin septembre, début octobre, c'est ce que avait visé la Fed, c'est ce qu'elle donne depuis 2 ou 3 réunions en expliquant qu'elle ne va pas augmenter les taux tout de suite, que pour l'instant on est à un moment où l'économie est plutôt résiliente, qu'elle arrive à tenir, que ça s'accroche, qu'il n'y a pas de décrocher ou de chute phénoménale, mais qu'elle reste attentive puisqu'on pourrait commencer à voir poindre quelques petits problèmes à l'avenir puisque l'inflation étant redescendue un petit peu à 3 ou 4%, si on a des taux à 5,50, c'est maintenant que ça commence à gripper puisque rappelez-vous quand il y avait 1 an ou 2, on était à 9% et qu'on avait des taux à 3 ou 4%, c'est pas ça qui empêchait. Forcément, quand vous avez des taux de la Fed à 4% et que vous avez une inflation à 9%, bah, il est toujours temps de dépenser, de prendre des dettes et du coup, ça sera à moitié effacé. Donc forcément, ce n'est pas très résilient. L'économie continue de grandir et l'inflation continue de grandir, forcément. Ce n'est que quand vous avez réussi à avoir des taux, à freiner l'économie et à avoir des taux qui là sont supérieurs à l'inflation, c'est maintenant que l'économie, enfin que les restrictions arrivent et que c'est vraiment efficace et qu'on est en train vraiment de ralentir la consommation, de ralentir tout ce qui est inflation et emballement de l'économie. Le souci, c'est qu'on entend déjà les gens commencer à se plaindre. Alors quand je dis ça, c'est pas péjoratif, c'est vraiment que ça se ressent. Ils commencent vraiment tous à dire que les fins de mois sont difficiles, certains commencent à sauter un repas. Donc on commence à arriver dans un moment où ça devient restrictif, où les taux font leur effet. Et la Fed a dit qu'elle verrait comment l'économie se comporte, donc avec les relevés tous les 3 mois, pour voir si elle continue d'augmenter ou si elle maintenait les taux. Pour l'instant, elle est partie sur une politique de maintien des taux, pas d'augmentation, mais il n'empêche que si l'économie commence à tirer la langue et que les taux restent hauts, même sans les augmenter, mais qu'ils restent à ces niveaux-là, ça pourrait continuer d'achever l'économie. Donc on est en attente, mais pour l'instant on commence à rentrer dans une zone restrictive et on entend déjà le peuple et les entreprises qui ont déjà du mal, donc ça ne s'annonce pas très bien pour la suite. Si on regarde maintenant l'indice du SP500, on voit que les taux donc, sont montés depuis 2022, on voit que les taux sont montés en flèche. On voit que ça a continué de monter, même si donc là les taux ont fait un sacré coup. On voit bien qu'ici on a commencé à descendre parce qu'on avait un peu peur de la récession et qu'on voyait les taux monter en flèche. Finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait toujours de l'argent à flot et que ça freinait pas tant que ça. On a eu un rebond, mais on voit bien que là, le rebond est arrivé moins haut. Alors qu'on fasse de l'analyse technique ou pas, qu'on se mette avec des résistances ou pas, on voit bien que le rebond est quand même moins puissant, qu'on est déjà en train de redescendre. Donc on voit bien quand même que même si on ne fait pas d'analyse technique et même si on n'y croit pas, on a eu un fort élan et on voit bien qu'on s'essouffle petit à petit. Il se peut là qu'on descende et qu'on reparte, c'est fort possible, mais on voit aussi que c'est possible que ça continue de descendre et là ça serait un mauvais signe puisqu'on verrait que du coup le S&P commence à battre de l'aile et n'aime pas trop. On voit ici aussi les taux qui vont continuer de rester, pour l'instant avec la politique de la Fed. Donc on arriverait avec un S&P qui potentiellement va descendre ou stagner, voire avoir très mal, avec des taux qui resteraient pour l'instant encore hauts, c'est ce qui est prévu. Si on fait la même chose du côté du CAC 40, on voit un peu la même chose, même si on est un peu en retard. On voit qu'il y a eu une forte hausse, on a eu une redescente. On est remonté un petit peu plus haut tout simplement parce qu'on a eu le luxe, on a été tiré par le luxe et par la pétrolière Total et comme le Brent est remonté,
forcément ça annonce des futurs bénéfices assez sympas, mais on voit bien également que depuis quelques mois, on a du mal et on tire la langue. Alors attention, toujours pareil, ça veut absolument pas dire qu'on va rester ici, qu'on va descendre en flèche, on peut très bien stagner pendant un moment, on peut très bien remonter, mais pour l'instant, de ce qu'on en voit, c'est que c'est toujours haussier, parce que le rebond ici est plus haut qu'avant, mais on commence à voir que ça patine un petit peu. Et si on affiche ici les T-bonds, donc derrière donc tout ce qui est les taux à 7-10 ans, donc les obligations américaines pour les 7-10 ans, on voit ici qu'on privilégie pour l'instant un resserrement puisqu'on continue de plonger. Et quand on est... Alors il faut savoir que quand les taux montent, le prix des obligations baisse forcément puisque les anciennes obligations sont moins chères, elles cotent moins puisque aujourd'hui vous pouvez acheter des obligations qui vous offrir un rendement de 4-5% alors qu'avant elles étaient peut-être à 1 ou 2. Et quand on joue un scénario de détente des taux, le cours remonte puisque forcément du coup les actions valent plus cher puisque si maintenant vous avez des nouvelles obligations qui vous rapportent que du 2% alors que justement elles étaient à 4, forcément le prix augmente pour s'ajuster. Donc pour l'instant on voit bien qu'ici on a passé ce niveau palier qui était ici et qu'on privilégie pour l'instant, on prend le scénario comme quoi les taux vont rester forts pendant un moment, voire même se resserrer et devenir encore plus forts. Mais pour l'instant on voit bien qu'on est un peu dans l'attentisme, on attend forcément Jérôme Powell et sa décision et donc pour l'instant on est plutôt sur un scénario de on maintient les taux, on ne va pas forcément les augmenter, ça reste un peu mou, mais on n'est pas du tout sur une redescente des taux immédiate, chose que le marché priçait il y a encore quelques semaines ou quelques mois. Et là, ça fait plusieurs réunions que Jérôme Powell annonce qu'ils ne vont pas redescendre les taux tout de suite, que ça ne va pas être en début 2024, voire même peut-être pas en début 2024. Tout le monde s'attendait à ce que ce soit n'importe quoi et qu'ils redescendent les taux rapidement. Et pour l'instant, le marché a l'air de douter et de se dire, tiens, finalement, il n'y a peut-être pas les redescendre tout de suite. Et du coup, on va commencer vraiment à gripper. Voilà, donc pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est que l'environnement macroéconomique n'est pas génial. On n'est pas au bord d'une crise, d'une chute phénoménale. Pour l'instant, l'économie a l'air résiliente. Le marché de l'emploi a l'air de tenir. L'inflation a l'air d'être contenue, même si, encore une fois, passer de 9% d'inflation à 3% d'inflation n'est pas une baisse des prix, mais bien une baisse de l'accélération des prix. Mais ça a l'air d'être un peu contenu et de s'être un peu calmé. À voir si l'inflation de second tour va arriver, puisque le prix du baril de pétrole continue de monter et continue en tout cas de rester haut. Donc on risque d'avoir une seconde vague qui va continuer à monter dans le prix de nos biens de tous les jours. Attention à voir comment ça va se comporter, mais pour l'instant on a l'air d'avoir un peu deux rapports de force. Jérôme Powell qui dit qu'il va maintenir les taux élevés jusqu'à ce que l'inflation cède, et de l'autre côté on a une économie qui a l'air de pourtant tenir, même si les gens tirent la langue et commencent à montrer des signes de faiblesse. On a quand même pour l'instant dans les statistiques une économie plutôt robuste. Donc à voir qui lâchera le premier. Le souci étant que si c'est l'économie, on peut aller vers une chute des cours et vers potentiellement des fuites, puisque quand on a une chute des cours, ce n'est pas très grave, puisque si on a derrière des diminutions de bénéfices futurs attendus, forcément les cours se réajustent. Le problème est que ça fait 3-4 ans qu'on a pas mal de nouveaux investisseurs qui sont arrivés sur le marché et qui n'ont jamais connu de baisse très forte. Et si là, ils commencent à avoir tout leur portefeuille qui est dans le rouge, c'est souvent dans ces moments-là qu'on crée une panique. Et là, c'est là qu'on a les vrais cracks. Puisque les vrais cracks ne sont jamais issus d'une découverte des bénéfices qui sont tombés. C'est souvent des bénéfices qui diminuent, des cours qui descendent, des investisseurs qui tiennent bon même si leur portefeuille est en moins-value et qu'ils sont dans le rouge, jusqu'au jour où ils commencent à liquider les positions, ce qui fait encore descendre les cours, et les suivants se disent « Oh mon Dieu, c'est la fin, moi aussi je liquide ». Et en fait, c'est exactement pareil, c'est le cercle vicieux. Toutes les barrières, tous les stops descendent, tout le monde a peur, tout le monde part en courant, et finalement, c'est là qu'on a les pires descentes. Donc, est-ce que ça va être ce scénario-là? Je n'en sais rien. Est-ce qu'on va vers là? Pour l'instant, non. Mais on est sur un rapport de force qui se joue. Et le problème, c'est que quand les deux tiennent dans le temps et sont robustes, c'est souvent que l'issue va être assez violente, que ce soit par le haut ou par le bas. On ne le sait pas, mais alors, sauf événement extérieur, puisque je ne suis pas devin, mais là, comme ça paraît être dans un rapport de force un peu compliqué, qui fait que pendant une année, on va peut-être virevolter et ne pas prendre de décision. Mais à un moment donné, il y a un des deux qui lâchera, et là on pourrait avoir une correction relativement rapide. J'espère que ça vous aide un peu à comprendre l'environnement macroéconomique et un peu à vous situer et à du coup réfléchir comment vous allez aborder vos futurs investissements ou comment vous allez gérer vos positions actuelles.
J'espère que ça vous a aidé un petit peu. Si jamais vous avez des questions, si jamais il y a des termes que vous ne comprenez pas ou si vous aimeriez que je développe certains concepts, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. S'il y en a pas mal qui reviennent, j'essaierai de faire une vidéo dessus et d'expliquer un petit peu le pourquoi du comment. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine. Salut!